Aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition Art de l'Islam, qui est visible au Madoua jusqu'au 27 mars 2022, et à l'occasion de la journée de la lutte pour les droits des femmes, je suis allée à la rencontre de 3 femmes exceptionnelles pour parler de leur parcours, leur religion, leur communauté et leur vision de la femme réunionnaise. Khadijane, Malika et Nassabia m'ont ouvert les portes de leur quotidien en tant que femme réunionnaise et de confession musulmane. Explique-moi un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle, déjà bonjour, je m'appelle Khadija Kassimou, je viens du port, mes parents sont originaires des Comores. Mon père, lui, il a principalement grandi à Madagascar. Moi, je suis née à Mayotte et je suis venue à La Réunion quand j'avais 8 ans. D'accord, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aujourd'hui, je suis fraîchement diplômée d'un master en droit économique. Et là, en ce moment, je suis responsable associative. J'aimerais faire quelque chose qui soit impactant et qui soit aussi en lien avec mes études. Du coup, j'ai pris la décision, pour le moment, surtout avec la situation un peu sanitaire, de rester à La Réunion et de m'engager encore plus au niveau associatif. Je suis Malika Moulan, j'ai 36 ans. Je suis mère de 3 filles. Je suis Saint-Andréenne de cœur et portoise, parce que j'habite au port. Et actuellement, je dirige un centre d'information pour la jeunesse réunionnaise depuis quelques mois. Alors le CRIJ, Centre Régional Information Jeunesse, est une association qui a pour but d'informer la jeunesse réunionnaise sur tous les dispositifs existants. Et par ailleurs, nous allons à la rencontre des jeunes pour les informer, pour les accompagner. Nous mettons en place différentes actions, comme l'intervention dans les quartiers prioritaires de la ville, informer les jeunes, les orienter, les aider aussi à choisir leur orientation professionnelle. Et c'est ce qui fait la richesse, on va dire, du CRIJ aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pouvez rappeler à moi votre prénom et puis que ça vous fait dans la vie, tout simplement? Alors... Mais c'est pour moi. Juste pour? Oui. Toutes les pour moi, de toute façon. Nassabia Moustakima. Oui. Est-ce que vous l'avez réussi à... Alors, mi veut bien redire du coup. Nassabia Moustakima. Ok, il veut dire quelque chose en particulier? Nassabia, c'est... Non, c'est pas aligné, c'est... comment dire? Tribu, en gros. Mais je sais pas dans quel sens il faut le dire. Hein. Moustakima, chemin. Ok, d'accord. Dans quel sens? C'est le chemin de la tribu? Le droit chemin. D'accord. C'est le chemin qui nous guide dans les bonnes choses, en fait. D'accord. Donc, c'est un guide alors, en quelque sorte? Mon Dieu. Pour la famille, est-ce que vous sentez où justement comme un guide? Mal a fait ce que mal a pu. Mal a fait ça que mal a pu, mal a donné les bases. Maintenant, si à zone exploité, commence à grandir, c'est que mal a donné azote. Voilà, mais j'estime que mal a donné ça que mal a pu. Ok. Voilà. D'un point de vue intégration, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Bien, parce que nous l'a toujours tombé sur de voisinage. Pourtant, nos voisins étaient des créoles, hein. Mais moi, personnellement, je ne peux pas dire que mal a subi du racisme. Parce que mes parents l'ont toujours fait en sorte que ça se passe bien avec le voisinage. Une fois, mal avait ma propre maison, mal a imité un peu comment mon maman se comporte à elle avec ses voisins. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, là où m'y habite, mal a resté en bon terme avec mes voisins. Le stéréotype le plus fort, c'est le terme arabe. Je pense qu'il y a encore une mauvaise perception de ce terme, parce que Zarab ne signifie pas venir de l'Arabie ou de pays arabes.
Zarab, c'est le musulman, c'est une personne d'origine indienne généralement, qui est de confession musulmane. Et donc il y a encore certains stéréotypes quand on voit les pays en guerre, les talibans, quand il y a eu la guerre en Irak, etc. J'ai eu le sentiment à certains moments d'être assimilée à ces personnes-là, alors que non, nous venons d'Inde et nous pratiquons vraiment un islam de très grande tolérance. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une exception réunionnaise justement sur la manière de pratiquer l'islam, la manière de s'entendre aussi entre les communautés? On parle souvent du vivre ensemble. Comment tu le ressens? Oui, il y a une exception réunionnaise qui n'est pas liée à l'islam en elle-même, qui est liée à toutes les religions et toutes les cultures qui se côtoient, qui s'acceptent, qui s'écoutent et qui s'échangent, enfin qui échangent entre elles. Moi, par exemple, ma grand-mère paternelle est une Yab. Voilà, c'est quelque chose aussi qui a fondé mon enfance. C'est-à-dire qu'on n'est pas purement indien, etc. On peut venir de différentes... ici, on parle de nations, mais différentes communautés. De différentes communautés, tout en ayant effectivement le respect de l'un et de l'autre. Et je pense réellement que le respect de l'autre vient lorsqu'on connaît l'autre et qu'on cherche à le connaître, qu'on cherche à comprendre d'où est-ce qu'il vient, qu'on cherche à comprendre ses rites, ses connaissances, ses croyances. Voilà. Quand on comprend sa croyance, ses croyances, d'où est-ce qu'il vient, ses origines, ça nous permet d'être plus respectueux envers l'autre. Tu disais, tu as choisi de porter le voile. Est-ce que c'est un choix, par exemple, que tu as le sentiment de devoir le justifier régulièrement? Tu parlais de la pression sociale. Franchement, non. À La Réunion, on a cette chance-là. Voilà, on a cette chance-là. C'est pas du tout le cas. Moi, pour anecdote, je l'ai porté depuis toute petite quand je suis arrivée à La Réunion. On habitait chez ma tante et elle avait un porte-manteau, il y avait plein de foulards multicolores et tout. Du coup, j'ai pris un et je le mettais souvent et j'aimais trop, il y avait plein de papillons dessus. Et c'est devenu, maintenant quand je vois les photos, je suis là, oh, c'est tellement moche. C'est vraiment moche. Et du coup, avec le temps, j'ai pris l'habitude d'avoir tout le temps quelque chose sur la tête. Mais après, c'est vrai qu'on grandit, quand on a 15, 16 ans, etc., on se pose beaucoup de questions sur son corps, sur ses choix, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, oui, je vais le porter. Mais à La Réunion, j'ai jamais eu le sentiment de devoir me justifier. Parfois, c'est des questions plutôt bon enfant ou c'est vraiment des personnes qui veulent... J'ai déjà fait des interviews comme ça, par exemple, dans le bus où il y a une mamie créole. On commence à parler et après elle me dit « Ah, ben moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu le portes. Est-ce que c'est comme nous quand on allait à l'église et tout ?» Et après, voilà, on parle. Donc oui, ici à La Réunion... C'est plus de la curiosité, voilà, de la bienveillance. Voilà, c'est beaucoup de la curiosité parce que voilà, on est voisins et on se rend compte aussi que ce que l'autre va dire, c'est pas... En plus, quand la personne échange avec nous, on se rend compte qu'elle porte la question à nous directement, mais elle ne demande pas d'émettre une opinion juridique ou de la sorte, donc on peut parler avec notre cœur. Et justement, dans les défis que vous avez eu à affronter, ou même en tant que femme, dans votre parcours professionnel, ou même dans votre parcours communautaire par exemple, est-ce qu'il y a des choses justement que la marque a eu? Dans mon parcours professionnel, comme elle a commencé à travailler, dans les années 80, en 81 ou en 82. 82, elle a commencé à travailler. Moi, j'étais une jeune maman et elle avait des enfants en bas âge. Et comme j'étais travaille dans les nettoyages industriels, et les entreprises de nettoyage à cette époque-là, même maintenant, c'est toujours pratiqué. On ne travaille pas dans un seul site. C'est-à-dire, on a ce site-là pour 2 heures de temps. On a un autre site à 3 heures de temps, par exemple, 1 heure de temps. Donc, il fallait courir dans tous les sites et retourner à la maison après avoir travaillé, être maman, être une femme, être une pratiquante de l'islam. Et ces choses-là, on ne peut pas le mettre à côté.
il faut les accomplir. Donc c'était très 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 difficile, mais comme dit chez nous, alhamdoulilah, grâce à Dieu, les choses l'ont bien passé. Est-ce que c'était un défi pour toi en tant que femme musulmane à La Réunion de diriger un établissement comme celui-là? C'est un défi, alors oui, puisque en tant que femme, on accède plus difficilement, on va dire, à des postes à responsabilité. Effectivement, nous avons des femmes aujourd'hui à la tête de différentes structures, institutions, associations, mais c'est vrai que certains postes restent réservés aux hommes. Donc je pense qu'il faut que nous nous battions un peu plus pour avoir ces postes à responsabilité, oui. Et justement, en tant que jeune femme musulmane, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, comment tu as vu peut-être ta pratique évoluer? Je pense que pour beaucoup, là je parle surtout pour moi, je pense que à partir de maintenant, on essaie de vraiment prendre du recul sur ce qu'on fait, parce que parfois on a l'impression de sentir le regard des autres si on fait ça. Bah si tu as porté le voile et que tu as fait ça, c'est que tu considères, en fait c'est très, la femme elle était, qu'elle soit voilée ou non, elle a toujours été une sorte de, on a toujours voulu faire d'elle un étendard ou une porte-parole sans qu'elle le veuille ou sans qu'elle le sache. Et du coup voilà, moi je trouve que en toi de mon côté, j'ai ressenti très vite cette pression, on va dire cette pression sociale, que voilà, parce que tu es une femme comorienne, parce que tu es réunionnaise, parce que tu es musulmane, il ne faut pas faire ça de cette manière, il faut entreprendre ça de telle manière, etc. Mais très vite, il faut savoir jauger, il faut savoir différencier ce qui est une bonne pression, ce qui est de bons conseils, ce qui n'est pas de bons conseils, et de faire le tri. Donc maintenant, en vrai, je pense que l'avenir des femmes, elle est toute tracée. On fait ce qu'on veut. Et justement, par rapport donc au pays d'origine de tes ancêtres, est-ce que tu as le sentiment justement que la vie que vous vivez ici, elle est privilégiée, elle est différente? Comment tu la qualifierais justement? Oui, nous avons une vie privilégiée à La Réunion. Oui. Moi, j'ai vécu un voyage en Inde où effectivement je suis partie à la rencontre de mes ancêtres, de ma famille. Quand on arrive, effectivement, on voit la pauvreté, on voit aussi la difficulté des femmes pour aller travailler, etc. Et vraiment, nous sommes privilégiés ici et nous avons su justement prendre ce qu'il y avait de bon pour nous aussi s'émanciper sur tous les points, que ce soit effectivement au niveau professionnel, mais aussi dans la famille. Les femmes musulmanes aujourd'hui, ce sont de véritables dirigeantes dans la famille, donc elles ont su aussi demander au papa de s'intégrer, pas de s'intégrer, mais d'être plus présent dans la vie familiale. Donc aujourd'hui, quand je vois des papas, par exemple, qui s'occupent des enfants, qui les amènent à l'école, qui prennent soin d'eux, qui assistent à l'éducation, ce sont des choses que je n'ai pas forcément vues chez mes grands-parents ou chez mon père. Donc on a réussi aussi à insister pour que le père prenne sa place aussi au sein de la famille. Mine de rien, nous ne rendons pas nous compte la chance que nous avons en Occident, parce que les Occidentaux, c'est des râleurs. Pour un oui, pour un non. Nous manifestent. Peut-être c'est pour ça aussi que nous obtenons des choses, parce que nous les râleurs. Mais quand Malaparte voit les conditions de vie, comment mes aïeux, parce qu'il y avait encore mes oncles qui sont toujours là, mes aïeux, ils vivent, il dit Dieu merci que la République l'a fait grandir à nous, quoi. Tu parlais de ce voyage en Inde. Est-ce que tu as le sentiment que l'islam tel qu'il est pratiqué à La Réunion est très différent de ce que tu as pu voir ou de ce que même tes grands-parents pratiquaient quand ils sont arrivés, par exemple? Non, puisque ce sont vraiment nos grands-parents qui ont su s'intégrer au sein de la société réunionnaise en respectant effectivement les valeurs de la République. On en parle beaucoup.
Donc les grands-parents et arrière-grands-parents ont su construire par exemple les premières mosquées de France, mais en même temps en respectant effectivement les principes de la République. Et c'est vraiment une richesse aujourd'hui, puisque on peut à la fois pratiquer en toute intimité notre religion, et en même temps on peut aussi du coup s'intégrer au sein de la société réunionnaise, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau professionnel. Donc c'est plutôt une richesse, oui. Mala commence à pratiquer l'islam quand elle est arrivée à La Réunion. Parce que quand Mala quitte Madagascar, elle avait 11 ans. Et à 11 ans, la prière n'était pas obligée pour moi. M'était suivre ma grand-mère quand elle montait sur son tapis de prière pour suivre les gestes et tout ça. Mais quand on n'est pas pibère dans l'islam, quand on n'est pas pibère, l'islam n'est pas une obligation. Par contre, on fait l'initiation à l'enfant pour que plus tard, cet enfant-là puisse le faire. Mais ce n'était pas une obligation. Voilà. Une fois il n'est pas pibère, il n'avait pas l'obligation de le faire. Donc, comme quand j'ai quitté Madagascar, je n'étais pas encore pibère. Quand je suis arrivée ici, j'avais 11 ans. C'est ici que m'a vraiment découvert l'islam. L'islam des Comores, je ne peux pas... Oui, au final, c'est ce que les parents l'ont transmis à vous, que vous connaissez de l'islam finalement. Voilà. Et les madressas, parce que m'a appris dans les madressas quand même. Voilà, quand j'étais enfant à Madagascar, on allait dans les madressas pour apprendre à lire le Coran, à avoir ne serait-ce que les bases de l'islam. Cette richesse de transmission familiale et ce travail de récolte de la mémoire est visible à travers l'exposition BIS, en parallèle de l'exposition Art de l'Islam, présente dans la cour intérieure du Madoua. Les associations Ekmer et la Maison de l'héritage du Gujarat ont notamment, par le biais de photos de famille, d'archives et de témoignages, enrichi l'exposition BIS. Ton engagement associatif en tant que femme musulmane, comment tu organises tout ça, on va dire? Comment tout ça s'articule? C'est très facile, je plaisante. Non, en fait, moi depuis très jeune, je fréquente la mosquée et surtout l'école coranique qui est juste en haut, la Madrasa Shafi'i. Et depuis toute petite, on a été initiés à des actions sociales. Du coup, j'ai vu mes grandes sœurs faire des activités, enseigner aux plus jeunes, organiser des sorties. Et j'ai continué dans ce sens. Et depuis toujours, je dirais pas depuis toujours, mais la part associative fait partie intégrante de mon quotidien. J'ai le côté, quand j'étais ici au port, j'avais le côté scolaire, le lycée, etc. Mais il y avait toujours la madrasa à côté. Et ça a continué avec l'université. Ça a continué aussi quand je suis partie en master. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, on peut aider même de loin. Et donc voilà. Khadijat est bénévole dans l'association de l'Ekmer. Elle aide l'association à réaliser des missions liées à l'aspect culturel auprès des fidèles de la mosquée, aux côtés d'une autre femme exceptionnelle, Mariama Aboubakar. Bon, actuellement, on est dans la mosquée Shafi'i du Port, qui a plusieurs ambitions, plusieurs volets. La madrasa, qui est l'école coranique, qui s'occupe du cultuel. On a également, qui est gérée par la CGCLES, l'association CGCLES. Il y a également l'ARICI qui s'occupe uniquement de la mosquée en elle-même. Et puis il y a l'association Ekmer qui, elle, s'occupe du volet culturel. Et justement, c'est là que tu interviens. Nous intervenons, les intervenants des trois associations interviennent un petit peu dans les trois associations en fonction des demandes. À plusieurs reprises, on a été amené à collaborer. Mais effectivement, moi, je suis plus dans l'Ekmer. Ekmer, je rappelle, c'est l'espace chaféite de mémoire et d'échange pour la Réunion. Voilà. C'est quoi vos missions alors?
Écoutez, cette association, elle est née pour répondre à principalement 2 besoins. D'une part, répondre à notre vocation, puisqu'on avait vocation sociale, culturelle et tout ça, il y avait ce volet-là. Donc on a créé cette association-là d'une part, et d'autre part, pour répondre aux exigences de l'État, puisque aujourd'hui, on sépare le culturel et le cultuel. Voilà. Quand tu décrivais un petit peu le travail de l'association, j'avais le sentiment que c'est recréer une sorte de grande famille. Est-ce que tu le vois comme ça? Je le vois exactement comme ça, puisque on ne veut pas de cette division des 3 associations. Enfin, on est un petit peu obligé, mais encore une fois, par exemple, on a un grand événement là qui arrive le 13 mars. Et les 3 associations se retrouvent ensemble à le faire. Puisque à la base, on a la même vocation. C'est pas parce qu'il y a le cultuel, donc le religieux, qu'on oublie le culturel et le social. Et puisque le religieux demande qu'on aide également, demande qu'on aide son prochain. Donc ça se rejoint, les actions se rejoignent. Est-ce qu'il y a une anecdote justement depuis ton engagement avec l'association que tu voudrais nous partager? Une anecdote. Une rencontre marquante, par exemple, un moment fort. Oui, il y a eu des moments forts. Dans l'association, il y a un gros volet de mémoire. Parce que cette mosquée dans laquelle nous sommes actuellement, elle a été bâtie par nos parents et nos grands-parents. Et dans ce volet de mémoire, j'ai été amenée à aller interviewer les bâtisseurs, les doyens de cette mosquée. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont plus des nôtres. Beaucoup d'entre eux sont alités et le peu que j'ai vu, ils ont relaté l'histoire, comment ils ont eu la force, le courage de bâtir cela. Il y a eu de grands moments, de grandes émotions, des moments forts. Comment tu vois évoluer la place de la femme musulmane dans la société réunionnaise? Je me rends compte que de plus en plus les femmes sont intéressées à l'islam, et quand je dis les femmes, c'est des plus jeunes jusqu'à nos mamans. Par exemple, à la madrasa, il y a des jeunes filles qui vont à la madrasa, mais il y a aussi des cours pour nos mamans. Donc ça continue, l'obligation d'apprendre ou l'envie d'apprendre ne s'arrête pas à l'âge de 16 ans ou 18 ans. Ça continue et c'est ça ce qui est bien. J'ai eu la chance de grandir dans une famille tolérante, qui accepte que la femme musulmane soit moderne et ouverte. Donc cette évolution, je n'ai pas vu d'évolution puisque effectivement j'ai une mère qui était dans la fonction publique, une grand-mère très tolérante, ouverte, qui était à la tête d'un magasin, un magasin comme on dit. Et du coup pour moi ça a été assez facile d'avoir un parcours de formation, un parcours d'insertion professionnelle. Et je pense que la femme musulmane aujourd'hui, elle est vraiment intégrée dans la société réunionnaise. Elle a su trouver sa place tout en respectant ses valeurs, d'où est-ce qu'elle venait. Et je n'ai pas vu effectivement d'évolution négative sur la place de la femme musulmane dans la Réunion. Je me souviens, il y a longtemps de ça, la femme musulmane, jamais elle participe à une réunion des hommes pour un projet de la ville ou pour un projet de la mosquée. Et quand on voit en ce moment, la nouvelle génération, ils participent, ils se donnent à fond pour que les projets ils avancent. Ouais. Donc oui, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est grâce à quoi d'après vous? C'est les femmes que l'a combattu, les hommes que l'a changé de mentalité aussi. Comment cela fait votre place justement? Mais je crois que les femmes l'ont fait un peu de forcing pour dire que nous les là, nous existons. Voilà. Et les autres l'ont compris aussi que s'il n'y a pas un coup de main des femmes, rien ne va avancer dans la société. Parce que bon, on va dire ça n'a rien à voir, mais on voit par exemple dans la communauté comorienne, quand il y a des projets qui sont un projet de mariage, quel que soit le projet que les hommes envisagent de faire, automatiquement, il vient consulter les femmes aussi. Il réunit les femmes de la maison. Par exemple, si c'est un projet familial, donc les hommes de la maison, ils réunissent toutes les femmes de la maison pour
parlait un peu des autres projets. Et jamais les hommes ils vont faire ce projet-là sans que les femmes sont derrière pour soutenir ce projet. Ok, l'implication des femmes elle est toujours là. Ça c'est chez les Comoriens. Hein, chez les Comoriens. Donc il n'y a pas une décision qui va se faire sans que les femmes de la maison qui soient au courant, qui donnent notre avis aussi. Ça a toujours été parce que même à l'époque de ma maman, à l'époque de ma grand-mère, ça a toujours été comme ça. Est-ce que du coup tu voudrais passer un message aux femmes réunionnaises qui regardent cette vidéo? Aux femmes réunionnaises, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'échec est le fondement de la réussite. La vie est une succession d'échecs. À nous vraiment de prendre ça comme un cadeau et comme une opportunité pour mieux rebondir et réussir. Bah, écoute, moi, Nana Vie, ma tante, que Dieu son âme, elle a toujours dit à moi, la Sabia, on connaît la fille, hein. Même si vous gagnez 1 euro là, allez travailler. Vous connaissez le travail là, ça c'est la dignité. Ça c'est la dignité. C'est comme il pense, hein. C'est quelqu'un que la marque a beaucoup. A transmis beaucoup de choses, vous. Dire comme ça, une femme ne doit pas espérer de dire que moi, un bonhomme, mon bonhomme va nourrir à moi, mon bonhomme va habiller à moi. Non, elle a toujours dit à moi comme ça, il ne faut jamais espérer qu'un bouc va prendre soin d'eux. Allez travailler, même si vous se mettez ensemble pour gérer la maison, mais allez travailler, même si ça gagne 1 euro, travaille. Donc moi, le message que j'aimerais bien transmettre à mes filles, travail. Compte pas sur un bouc pour nourrir à eux. Compte pas sur un bouc pour nourrir à eux. Ouais. Parce que le travail, c'est une dignité. Elle a travaillé pendant 37 ans dans une entreprise de nettoyage. C'était pas évident. Parce que vous connaissez les nettoyages. Ah oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Physiquement, les difficiles. Physiquement, les difficiles. Et c'est un travail ingrat. C'est un travail ingrat. Et elle a tenu bon. Pour la grâce à Dieu, elle a tenu bon. Parce que m'avait aidé hier. Mais tu as dit, écoute, mon bonhomme, il travaille, mais il reste la case, il reste la case. De toute façon, en islam, c'est lui qui doit prendre moi en charge. En islam, hein, c'est lui qui doit prendre moi en charge, payer le loyer, acheter à manger, comment ça prend soin de ma maille. Mais il me dit, même s'il ne gagne pas beaucoup, mais il contribue au bon fonctionnement de la maison. C'est un joli message, en tout cas. C'est un joli message à toutes les femmes réunionnaises. Maintenant, on a la chance, par rapport à nos parents avant, on a cette chance de pouvoir, je ne dirais pas faire ce qu'on veut, mais de pouvoir s'épanouir pleinement. Et je parle surtout là je parle vraiment de cette communauté de la communauté comorienne où parfois le dialogue elle est coupée parce qu'il y a le choc, je ne dirais pas le choc des langues, mais on a parfois des enfants qui ne savent plus trop bien parler le comorien. Et je me rends compte que ça, pour discuter avec nos parents, nos mamans, si on veut parler du sujet vraiment très sérieux pour nous, ils sont plus à l'écoute si on fait l'effort de parler, le comorien. Et je dirais que c'est ça, c'est que oui, faisons ce qu'on veut, il n'y a pas de... voilà, mais qu'en même temps, il ne faut ne pas casser les liens, toujours être dans la communication, dans la patience, parce que nos parents, nous on voit ça, il y a des choses qu'on voit que c'est naturel de les faire, mais eux, ils sont encore dans... Comment on dit ? Ils sont encore en train d'assimiler, ils sont encore en train de prendre le changement, mais nous on a déjà compris que ça change et qu'on est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.